Nous voici arrivés dans le chapitre sur les onduleurs, donc qui finalement va permettre de transposer ce qui a été fait sur les montages hacheurs, les deux étant fortement liés. Même si le hacheur convertit lui du DC vers du DC, on va pouvoir transposer les principes pour passer du DC ici vers une tension alternative. Donc c'est le cas par exemple d'un onduleur photovoltaïque de SMA, ou encore l'onduleur ici de la Toyota Prius, qui permet de convertir la tension de batterie de 200 et des volts vers la tension AC du moteur à courant alternatif qui est de l'ordre de 500 volts AC. Alors ici, donc on va traiter de l'onduleur de tension, donc c'est-à-dire que on va faire une commutation sur la tension. La tension, on va pouvoir retrouver à la sortie soit la tension DC, soit moins la tension DC d'entrée, soit 0. Contrairement à un onduleur de courant, qui est relativement rare, mais qui existe dans les trains à grande vitesse par exemple, qui date des années 90, où là on retrouvait des onduleurs qui sont à thyristor et qu'on appelle les onduleurs de courant, parce qu'ils commutent sur le courant. Et à ce moment-là, on considère à l'entrée plutôt une source de courant plutôt qu'une source de tension. Donc ici, ce sont bien des onduleurs de tension. Donc on va modéliser l'entrée par la source de tension. Et ce sont des interrupteurs qui ne sont pas des thyristors, mais qui sont des interrupteurs bidirectionnels grâce à une diode antiparallèle ici. Et ce sont des interrupteurs qui doivent être commandés à l'amorçage et au blocage, comme dans le cas d'un hacheur. Alors en effet, l'onduleur, regardez bien, ça ressemble comme deux gouttes d'eau finalement à un hacheur 4 cadrans. Donc ici, dans le hacheur 4 cadrans, rappelez-vous, on fermait par exemple cet interrupteur T1A et T2B pour pouvoir aller dans un sens de rotation, parce qu'on allait mettre une tension qui était donnée, et éventuellement, si je ferme T2A et T1B, alors à ce moment-là, je vais avoir la tension opposée, qui va me permettre d'aller dans l'autre sens pour la machine. Alors évidemment, ça se fait avec des constantes de temps relativement lentes, puisque c'est le moteur qui serait dans une voiture par exemple, qui irait dans un sens ou dans l'autre. Les deux autres cadrans, eux, donc on a parlé ici d'une tension positive ou d'une tension négative. Les cadrans moteur ou générateur, dans les deux sens de rotation, sont dictés par le sens de courant, comme on l'a vu dans les hacheurs 4 cadrans. Donc ici, au fait, on contrôlait la tension continue à l'entrée du moteur à courant continu. Maintenant, on va alimenter un moteur en courant alternatif. Et donc si on transpose le principe ici du passage d'un cadran à l'autre, de l'inversion de tension, et qu'on inverse la tension toutes les demi-périodes, on va avoir tantôt une tension positive, par exemple en 10 millisecondes, et puis 10 millisecondes la tension négative, et ainsi de suite sur le moteur. Et si vous avez bien compris, dans une période de 20 millisecondes, donc à 50 Hz, j'aurais fait de l'alternatif en passant d'un cadran à l'autre de manière évidemment beaucoup plus rapide que ce qu'on avait fait ici, mais le principe reste le même. Alors attention qu'on ne doit pas contrôler que la tension ici, on doit contrôler aussi la tension et la fréquence, on est en alternatif, c'est bien la tension efficace et la fréquence. Pour changer la fréquence, il suffit de laisser la première période par exemple un peu plus longtemps. On va toujours faire la même chose de manière symétrique sur l'alternance négative, bien sûr, mais on peut ajuster la période comme on veut pour changer la fréquence. Donc un hacheur 4 cadrans qui piloterait un moteur DC dans un sens ou dans l'autre, si on accélère ça et qu'on fait à des fréquences qui correspondent aux fréquences pour un moteur à courant alternatif, on obtient un onduleur de tension et monophasé dans ce cas-ci, puisque on aura ici une tension alternative entre les deux points milieux de chaque bras. Donc par définition, comme on crée des basculements toutes les demi-périodes, c'est ce qu'on appelle la commande pleine onde. À ne pas confondre avec la commande PWM qui viendra juste après. Alors, prenons un cas simple d'abord de commande d'un onduleur en pleine onde dans un montage à point milieu monophasé. Donc montage à point milieu, on l'a déjà vu dans l'airdresseur. Vous vous retrouvez avec une source ici biphasée avec US demi et moins US demi. Et donc on va mettre
successivement la tension positivement en fermant par exemple T+, et puis on va fermer T- pour mettre la tension négative. Donc on applique tantôt une tension positive, une tension négative, etc. La charge est mise entre le point milieu ici et le point milieu du bras. Alors il y a une période supplémentaire qui sera la roue libre. Pourquoi? Parce que dans le premier temps je ferme T+, le courant augmente exponentiellement dans cette boucle-là. La tension à ces bornes c'est bien US'. Ensuite on va couper, donc ouvrir l'interrupteur T+ ici. Alors à ce moment-là il y a du courant qui peut circuler puisque l'énergie a été emmagasinée dans la self. Donc le courant est dans le même sens et il cherche un chemin pour pouvoir écouler l'énergie. Et donc le chemin qu'il va trouver, c'est en repassant par la diode D- ici. Une fois qu'on aura ouvert T+, c'est la roue libre. Le courant alors va décroître exponentiellement vers moins US sur 2R. Donc il décroît ici vers moins US sur 2R pendant la phase. Et alors, une fois que le courant a tombé à 0, on peut envoyer l'amorçage sur l'interrupteur du bas ici, et on peut écouler cette fois-ci un courant dans l'autre sens, un courant qui passera alors par ici. C'est toujours la tension du bas qui va être appliquée, donc c'est toujours moins US'. Et enfin, on va retrouver un chemin de roue libre pour le courant qui était dans ce sens-là. Une fois qu'on aura ouvert T-, il va revenir par D+, et venir dans cette maille ici. Et on voit à ce moment-là que c'est la tension positive US sur 2 qui est appliquée. Et le courant, lui, il va évoluer vers US sur 2R, comme dans le cas des hacheurs. Donc on retrouve cette dernière phase ici, avec une tension positive et un courant qui monte vers US sur 2R. Donc voilà les 4 phases. Donc la première, T+, on coupe T+, diode de roue libre D-, on allume T-, et puis on coupe T- et il y a une roue libre par D+. On a les 4 phases, mais c'est un montage à point milieu, donc assez rare, et on peut faire bien sûr avec un pont, donc 2 bras, on va arriver au montage monophasé. Le voilà, donc à cette fois-ci on a 2 bras, 1, 2, la charge est mise entre le point milieu des 2 bras, cette fois-ci. On a perdu un point milieu au niveau de la source, mais on peut le recréer en mettant 2 résistances ou plutôt intelligemment 2 condensateurs. Donc on aurait 2 condensateurs ici, de valeurs identiques, qui permettent d'avoir un point de référence, point milieu, pour trouver la tension du bras, comme on avait dans le montage précédent, par rapport à un point de référence ici, milieu. Donc si on regarde uniquement ce qui se passe sur le bras 1, et qu'on regarde la tension du point milieu par rapport à la référence, on est comme dans le cas précédent, dans le montage à point milieu, et voilà ce qu'on obtient. On passe de UDC' à moins UDC'. La commande du deuxième bras, elle, est décalée par rapport à la première, d'un angle alpha. Donc ici, si on commande comme tout à l'heure T1+, et ainsi de suite, donc D-, T1-, D1+, si on fait la même chose mais qu'on le décale ici sur le deuxième bras, d'un certain angle alpha, le moteur, ou la charge ici RL plutôt, va revoir la différence de potentiel entre les deux points milieux, donc c'est VS1 moins VS2, et voilà ce qu'on obtient ici, UDC' moins UDC', ça fait UDC, et puis ici on retrouve du UDC' moins UDC', ça fait 0, et ainsi de suite. On obtient la tension ici aux bornes du moteur, qu'on appelle une commande décalée, avec un passage par 0 qui est plus intéressant au niveau contenu harmonique que d'avoir le carré ici. Donc ici, l'avantage ici, c'est d'avoir un contenu harmonique plus faible, parce que le décalage nous crée des passages par 0. Donc ça, c'est l'allure de la tension aux bornes du moteur, qui va avoir tantôt plus UDC, tantôt moins UDC, avec des passages par 0. Et le courant, on peut regarder les différentes phases. Donc il y a 6 phases. Alors on va commencer avec la phase rouge, où on a
donner l'amorçage. Alors vous voyez ici que j'ai pris un GTO, mais on peut prendre tous les interrupteurs qui sont commandés à l'ouverture et à la fermeture, hein. Donc un MOS, un IGBT, pas un thyristor, puisque lui n'est pas commandé au blocage. Donc T1 plus, T2 moins, j'ai donc une maille ici. Et c'est toujours la même chose, hein. C'est un courant qui va augmenter exponentiellement vers une valeur de UDC sur R. C'est le résultat de l'équation différentielle de la maille, avec UDC qui est égal à RI plus LDI sur DT. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau du courant dans cette phase-là? Augmentation exponentielle du courant vers une valeur de UDC sur R, qui est ici la valeur limite. Deuxième étape, on ouvre T2-. Donc on donne l'impulsion ici pour que le GTO s'ouvre. Dans ce cas-là, on va passer par une phase de roue libre, et le courant qui était dans ce sens-là cherche un chemin pour pouvoir s'écouler. Et le chemin, il peut pas aller par là, c'est ouvert, il peut pas aller par là, c'est bloqué, là c'est ouvert, donc il reprend D2+, ici, il revient, et T1+, il est resté fermé, donc ok, on peut passer ici. Et nous voilà dans une nouvelle boucle, ici. Donc c'est une phase de roue libre, pendant laquelle le courant va décroître vers, étant donné qu'il n'y a pas de tension imposée par la source, il va décroître vers 0. C'est le résultat de l'équation différentielle qui est ici, RI plus LDI sur DT est égal à 0. Troisième étape, donc on passe à la verte, on voit qu'il y a encore du courant, et on va ouvrir l'interrupteur T1+. Donc on vient ouvrir ici. Le courant est toujours positif, on le voit, donc il doit toujours s'écouler dans une phase de roue libre. Alors il peut venir par là, par là, par là. Ici lui est ouvert, donc c'est pas possible. Là c'est bloqué, donc il revient par là. Et il se trouve un chemin par D1- et D2+. Si on écrit l'équation différentielle ici, on va avoir moins UDC, puisqu'elle est appliquée en négatif par rapport à la convention qu'on s'était pris, est égal à RI plus LDI sur DT. C'est un courant qui est positif, mais qui décroît vers une valeur de moins UDC sur R, qui est ici en pointillé. Et le courant décroît vers moins UDC sur R avec une constante de temps L sur R. C'est la phase numéro 3. On a ainsi fini l'alternance positive, et on peut passer à l'alternance négative, en faisant la même chose, mais en appliquant une tension qui va être négative. Donc ça veut dire qu'on va plutôt travailler avec T2+, T1-, et suivre le même raisonnement. Donc on va couper T2+, et puis on coupera T1-, et le courant, qui circule vers la gauche cette fois-ci, doit se trouver des chemins de roue libre. Donc de manière symétrique, je vous laisse analyser les points D, E et F qui correspondent aux phases ici, mauve, orange et bleu. Donc ça c'est le montage monophasé en pont. Alors si on regarde un petit peu au niveau de la tension de sortie que j'ai repris ici, la tension de sortie peut être décomposée par Fourier en une somme de sinus et de cosinus. Si je traite les valeurs efficaces de chaque composante, je peux les sommer au carré. La valeur des différentes harmoniques est donnée par les formules de Fourier, donc on ne doit pas les retenir ici. On voit simplement qu'on va avoir, un peu comme on avait déjà pour le redresseur, des UK, donc des amplitudes ou des valeurs efficaces pour chacune des harmoniques, qui décroissent avec le rang de l'harmonique. Donc plus le rang d'harmonique augmente, et plus on aura une décroissance de l'amplitude, donc plus les harmoniques seront négligeables. Ici vous avez la composante fondamentale, et puis là vous avez le taux global d'harmonique, qui dirait que on reprend tout le signal, et sa valeur efficace au carré, moins la fondamentale, puisque ce qui nous intéresse ici c'est bien non pas la composante continue, mais la composante fondamentale alternative. Donc il faut faire attention, ce n'est pas le taux d'ondulation qu'on avait dans les chapitres précédents, où ce qu'on voulait c'était une composante continue forte. Ici on veut une valeur efficace forte au niveau de la fondamentale par rapport aux harmoniques. Donc on prendrait tout ceci n'est pas voulu, ceci est voulu, la fondamentale, et le U0 n'est même pas repris, puisqu'on ne veut pas de composante d'essai ici.
Alors on peut calculer la tension efficace à la sortie avec un calcul assez simple. La valeur efficace, c'est prendre le signal, le mettre au carré, donc vous allez avoir ceci au carré. Ceci au carré, ça va donner le même rectangle, et on aura fini ici sur une période. Ça c'est 0, ça c'est 0. On doit diviser par la période qui va de là à là, qu'on considérera ici donc comme 2π. Et donc on a deux rectangles à intégrer, 2 fois l'aire de ceci au carré, c'est l'intégrale de 0 à alpha, donc le alpha serait ici, c'est l'angle de décalage, d'une constante, donc ça c'est assez facile, même si elle est mise au carré, c'est facile à l'intégrer. Donc ça fera UDC carré, on le sort, les deux se simplifient, et il reste un alpha, donc racine de alpha sur pi. Alpha, donc je rappelle, c'est l'angle de décalage ici, entre les deux bras. Donc, qu'est-ce que veut nous montrer la formule ici? C'est que la tension de sortie est une image de la tension de l'entrée qui dépend de l'angle de décalage entre les deux bras. Alors ici, on voit aussi que le taux global d'harmonique, qu'on aurait pu noter aussi THD, en fonction de l'angle de décalage, il décroît et le taux est le plus petit entre 90 et 180 degrés. Donc, ça veut dire que si vous prenez un angle de décalage qui est en dessous de 90 degrés, le taux harmonique correspondant est important. Par contre, si vous voulez appliquer un décalage le plus opportun possible, donc ici aux alentours des 120 par exemple, c'est là que vous aurez un décalage qui permet d'avoir le plus faible taux d'harmonique. Donc voilà ce que ça peut montrer ici. C'est une étude tout à fait analogue à ce qu'on a fait dans les montages précédents, où on étudie la composante utile de sortie et où on regarde un peu l'impact sur les taux d'harmonique. Alors on peut avoir un onduleur triphasé. Donc ici je suis passé à un onduleur à IGBT avec les high side, les interrupteurs mis sur les parties supérieures du bras. Les low side sont les interrupteurs sur la partie inférieure du bras. On a recréé un point milieu ici en mettant deux valeurs de condensateur de valeurs identiques. Comme ça on aura notre référence aussi. On peut se référencer au moins ici de l'alimentation, ça marche aussi. On a un cas de charge triphasé par exemple avec une étoile, donc avec un point neutre disponible. Et on va tracer ici toutes les courbes possibles, ou presque, avec au-dessus les tensions de commande sur les interrupteurs. Donc le high side 1, alors dans un mode de conduction à 180 degrés, les interrupteurs travaillent à l'état complémentaire. Donc c'est-à-dire que si lui est fermé, lui est ouvert sur un bras, et vice versa. C'est pour ça qu'on l'appelle le mode de conduction à 180 degrés. 180 degrés c'est lui qui conduit, puis 180 degrés c'est lui qui conduit. Donc la commande sur le high side 1, c'est la négation de la commande sur le low side du même bras. Donc ça veut dire qu'ici le high side est à 1, le low side à 0. Ici le high side est à 0, donc le low side est à 1. C'est toujours à l'état complémentaire. Donc ça c'est les tensions qu'on va envoyer sur les gates, et donc il y a 6 valeurs, mais à l'état complémentaire on en a dessiné que 3. Ensuite, comme on a fait dans les montages précédents, on peut dessiner la tension de bras. Donc ici, le potentiel R, par rapport à quoi? Ici on a décidé de le dessiner par rapport à O, le point milieu, comme on a fait avant. S par rapport à O, T par rapport à O. Alors quelles seront les valeurs qui vont être lues là? On va avoir des valeurs qui sont UDC demi. En effet, quand vous allez pouvoir ici avoir UDC demi, et là vous avez UDC demi aussi, et en fonction de si c'est le high side qui conduit ou le low side qui conduit, vous allez avoir une tension de plus UDC demi si c'est par le haut, et moins UDC demi si c'est par le bas. C'est tout à fait logique ici de dire que quand le high side 1 conduit, on va avoir ici une tension UR0 qui vaut plus UDC demi. Si c'est le low side qui conduit, on aura moins UDC demi. Donc ça c'est référencé par rapport au point O, on va appeler ça les tensions de bras. Et puis vous avez les tensions de ligne. Les tensions de ligne, ce sera la tension par exemple entre R et S.
Alors dans un mode de conduction à 180 degrés, vous avez 3 interrupteurs qui conduisent simultanément. Donc par exemple, si je regarde la première séquence ici, le high side 1 conduit. Donc il passe par là, par là, par là, par là. On voit aussi que le HS3 conduit. Donc ça veut dire que le courant il se divise en deux. Il passe par ici et il passe par là. Et puis le courant donc passe ici, il passe par T ici, il s'additionne et il revient alors, ils ne savent revenir que par S. Donc c'est le low side 2 qui conduit, c'est bien le low side 2 ici qui conduit. Et on va retrouver évidemment 6 tronçons, 6 commutations, qu'on va décrire tout de suite, mais les tensions de ligne, on peut déjà dire que les tensions de ligne, ce sera des plus UDC, ou 0, ou moins UDC. Donc le UDC le plus sera apporté par un ou plusieurs interrupteurs du haut, le moins UDC, le moins sera imposé par l'interrupteur du bas qui conduit dans mon exemple, par exemple S, et donc on va retrouver en tension de ligne, on a bien UDC, qui peut être soit dans un sens, soit dans l'autre, soit à 0. Alors ensuite, on a les tensions de phase. Alors pour les tensions de phase, il y a une petite démonstration ici, qui montre que les tensions de phase, elles vont aller sur des paliers qui valent UDC sur 3 et 2 UDC sur 3. Alors je vais le montrer par la démo et puis je le montrerai intuitivement. Donc la somme dans un système triphasé, la somme des 3 tensions de phase sera égale à 0. Les tensions de ligne, c'est la différence des tensions de phase. Et donc quand vous remettez USN, ici que vous le remettez là-dedans, UTN vous le remettez là-dedans, ça vous donne ceci. Et donc on retrouve bien qu'une tension de phase Rn, c'est la différence des tensions de ligne divisée par 3. Donc si ici vous avez URN, c'est URS moins UTR sur 3, c'est URS moins UTR qui vaut 0, divisé par 3. Donc ça fait UDC sur 3, c'est le palier qu'on a ici. Alors on pourrait retrouver ça intuitivement, pourquoi? Parce que si je prends donc la première phase où on l'a dit, on passe par 1, par 3, on arrive, le courant arrive là, il arrive ici, et il repart par 2. Si on prend ça, en réalité, c'est comme si le courant se divisait en deux, dans 2 résistances, et puis qui revenait par une seule. Donc vous allez vous retrouver avec une tension UDC sur un circuit équivalent constitué de 2 résistances en parallèle et de une résistance en série. Alors, ce qui se passe, si elles sont en parallèle ici, on va retrouver du Z2mi, si ça c'est ZZ7, l'impédance, là on aura du Z2mi en série avec du Z. Et donc c'est tout à fait logique qu'on retrouve en tension de phase, par exemple ici, on va retrouver 2 tiers de la tension UDC. On aurait 1 tiers ici, 2 tiers ici, on a bien le double sur Z par rapport à là, c'est un diviseur de tension. Ouais. Donc c'est assez logique de se retrouver avec des 2 tiers, d'accord, de la tension DC, ou des 1 tiers si on considère la tension qui est ici. Et donc voilà ce qui explique de manière assez intuitive qu'on retrouve un palier ici, à 1 tiers, et puis on aura un 2 tiers, un 1 tiers, etc. Donc ça c'est l'étape 1. Alors maintenant je vous invite à regarder les 6 combinaisons qu'on va avoir dans ce mode de conduction à 180 degrés. Et donc on va faire chaque fois de toute façon un switch en haut, un switch en bas, jamais 2 interrupteurs sur le même bras qui conduisent pour ne pas court-circuiter la source. Donc ça correspond à l'étape rouge. On a l'étape grise ici où on a fait un switch sur le bras 3. On est passé du high side vers le low side. On devrait le voir ici. On était en 3. On était sur le high side et on est passé vers le low side. Donc c'est bien correct. Ensuite, on fait un switch sur la phase 2. On voit que c'est toujours l'interrupteur 1 qui conduit sur le premier bras, pendant les 3 premiers phases, 180 degrés. Donc, on va commuter maintenant, il faudra bien commuter une fois sur le bras 1, voilà, pour la phase mauve. Et puis, une fois sur la phase 3,
et enfin sur la phase 2. Donc les commutations, vous les avez ici à chaque fois, hein. Donc là vous avez la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième. 6 phases, 6 étapes, hein, si on peut dire, avec des tensions qu'on relèvera à l'oscilloscope, qu'il ne faut pas s'étonner, puisque on retrouve bien ici des valeurs de UDC, et au laboratoire je vous invite à regarder ces valeurs-là, hein, et à faire le lien. Et ici vous trouvez des paliers qu'on pourrait croire bizarres dans un premier temps, mais qui sont en réalité tout à fait logiques. Alors il y a une variante à ça, qui est la variante, ça on appelle ceci à 3 théones, parce qu'il y a 3 interrupteurs qui sont passés en permanence. Et puis vous avez la variante à 2 théones. 2 théones, ça veut dire que l'interrupteur conduit pendant 120 degrés d'affilée. On le voit ici. Donc on va avoir 60, 120, et puis on a 60 degrés de temps mort. Alors là, qu'est-ce qu'on voit? Il n'y a ni le high side ni le low side qui conduisent. Ça veut dire que le bras est complètement ouvert. Alors ça peut être intéressant quand vous avez par exemple une technique sur certains moteurs qu'on verra plus loin, sensorless, où on peut utiliser un bras qui ne servira à rien pour aller relever la force électromotrice au niveau du moteur. Donc ça on en reparle un peu plus loin, ça peut être vraiment intéressant d'avoir ça. L'inconvénient peut-être de la méthode ici, c'est que les deux interrupteurs dans le même bras ne sont pas pilotés à l'état complémentaire. Donc vous ne pouvez pas utiliser un système bootstrap comme on a vu précédemment, avec un driver qui pilote les deux interrupteurs en même temps. Puisque ici vous pouvez avoir soit un de l'interrupteur du haut, soit de l'interrupteur du bas, soit aucun des deux. Donc ils ne sont pas à l'état complémentaire. Alors là aussi on remarque qu'il faut faire attention, vous allez avoir maintenant des tensions de ligne qui ont une allure des tensions de phase de la technique précédente. Et les tensions de phase ont l'allure des tensions de ligne précédentes, mais avec des valeurs encore différentes. Alors regardons par exemple la première étape. Voilà la première étape, on a deux, on appelle ça aussi la commande à 2 T-on, il y a deux interrupteurs qui sont passant en même temps, et de nouveau ensuite une fois en haut, une fois en bas, 6 états. Donc dans la première étape ici, on vient par HS1 et on repart par LS2. Donc HS1, le courant arrive ici, et il repart par LS2. On a fermé ces deux interrupteurs là. Le 3, vous voyez, les deux sont ouverts. Si on regarde la tension de bras, c'est toujours la même chose que tout à l'heure. Vous retrouvez quoi? Vous retrouvez du UDC demi entre là et là si on a fermé un interrupteur en haut, et on retrouve du moins UDC demi si on est revenu par l'interrupteur du bas. Donc ici c'est logique qu'on retrouve sur la phase R plus UDC demi, sur la phase S moins UDC demi. Et sur la troisième, les deux étant ouverts, on va retrouver 0. Il y a 0 différence de potentiel entre là et là. Donc on a bien 0 ici. Donc vous voyez, si vous comparez avec la commande précédente, on n'avait pas ces passages à 0 qu'on a maintenant. Ouais, il y a une petite erreur ici que je vois, que je corrigerai dans les slides aussi. Là, il faut mettre en négatif, bien sûr, c'est symétrique. Ceci sera en négatif aussi, ça doit être symétrique. Là aussi, et là aussi. Hein. D'accord, donc regardez le début sur les 6 premiers états, c'est là que c'est juste. Alors, les tensions de ligne maintenant, si on regarde un peu ce qui se passe entre R et S, la tension DC est arrivée ici, là, entre R et S. Et donc on retrouve bien ici du UDC dans le premier état, ici, entre le R apporté par le HS1 et le S apporté par le LS2. Donc la tension de ligne est là. Si je regarde la tension de phase correspondante, ce sera quoi? Comme le bras ici est ouvert, on a 2 fois l'impédance en série, puisque le courant ici vaut 0, et donc si vous regardez la tension sur une phase, c'est UDC demi. UDC demi. Et donc on peut faire la même chose, finalement le même raisonnement sur les autres états. Je vais encore en prendre un. Vous avez eu la commutation ici en bas, on est passé du 2 vers le low side 3. On était en low side 2, on passe en low side 3. On rentre toujours par HS1. On a les tensions de bras
Donc R est toujours apporté par le dessus, donc c'est plus UDC demi. Au niveau 2, c'est 0. Et au niveau 3, on a le moins UDC demi apporté par l'interrupteur du bas. Si je regarde au niveau de la ligne, mais attention, je suis toujours sur la ligne URS, pour le premier graphique. URS, c'est quoi maintenant? C'est la potentielle apportée ici par R, donc ça d'accord. Mais au niveau du S, il n'y a rien qui se passe, puisque les deux bras sont ouverts. Et donc c'est comme si on retrouvait UDC demi, parce que c'est un diviseur de tension. Regardez ici, si le courant passe là dans deux impédances, si je regarde là où il n'y a pas de courant qui passe, la différence de potentiel, c'est UDC sur 2, comme un diviseur de tension. Et donc on trouve bien UDC sur 2, parce qu'on est connecté à S, qui est complètement ouvert. Donc on a le rôle d'un diviseur de tension. Le courant, lui, passait par là, et si j'aurais la différence de potentiel RS, donc entre là et là, où là il n'y a pas de courant, donc c'est bien un diviseur de tension, c'est bien UDC sur 2. Et au niveau de la tension de phase, ce sera la tension qui sera ici, donc URN pour le premier graphique, il est là. Et donc le URN, il va retrouver quoi? Si le courant vient par là et repart par là, on retrouve bien UDC sur 2 sur la phase. Donc il faut faire attention à ça, que la tête des tensions de ligne correspondent à la tête des tensions de phase qu'on avait dans le cas précédent, et encore les valeurs ont changé, c'est plus du sur 3, ici il n'y a pas de divisé par 3. Et la tête des tensions de phase correspond à l'allure des tensions de ligne qu'on avait tout à l'heure, mais pas avec des UDC sur 2. Donc il faut bien raisonner à chaque fois. Alors je montre les étapes, là on est dans la deuxième, donc maintenant on passe un switch en haut, on est à un troisième, un switch en bas, on est dans la quatrième, un switch en haut, la cinquième, et un switch en bas, on est dans la sixième. C'est tout à fait logique, c'est la suite logique qu'on avait déjà dans l'airdresseur, mais on est donc à deux interrupteurs ici à l'état passant, qu'on appelle aussi la conduction à 120 degrés, qui est moins utilisée, mais donc qui permet d'utiliser judicieusement ce bras ouvert. Alors voilà la tension de ligne de sortie, c'est celle qui nous intéresse. On peut recalculer l'intégrale, mais on sait que l'angle de décalage ici est de 120 degrés, d'un bras à l'autre, en triphasé. Et donc si on remplace alpha dans la formule précédente, on va se retrouver avec alpha 120 sur 180, racine carrée, ça fait 0,8 fois UDC. Ce qui correspond à un taux global d'harmonique de 30% à peu près, si vous regardez sur le graphique précédent. Et on a la décomposition ici, en série de Fourier, avec des amplitudes de chaque composante harmonique d'ordre n, dont l'amplitude décroît avec le rang de l'harmonique n ici. Alors cette valeur de 0,816 est très importante, parce que ça veut dire que la tension à la sortie, finalement, de votre montage triphasé, est directement liée à la tension d'entrée. Quand votre tension d'entrée est fixée, hop, la tension de sortie l'est aussi par ce facteur 0,8. Et elle est d'office plus petite, puisqu'elle est d'environ 80% de la tension d'entrée. Donc, je parle bien de la valeur efficace de sortie. Donc, on parle ici d'une commande pleine onde, parce que on a switché toutes les demi-périodes. Maintenant, l'inconvénient de faire ça, c'est que finalement, votre tension de sortie est directement liée à la tension d'entrée, surtout en triphasé avec le facteur 0,8. Donc, on aura au plus 0,8 fois la tension d'entrée, et en plus, ce n'est pas réglable, sauf si on modifie la tension d'essai. Donc la première solution, ce serait de se dire, mettons un montage Asher pour modifier le niveau de tension d'essai, et ensuite un étage onduleur pleine onde, de manière à avoir une tension de sortie efficace qui soit variable, grâce à l'étage d'essai que j'ai rajouté. Alors ce serait un peu dommage d'aller remettre un pont supplémentaire, et d'avoir ainsi finalement des pertes supplémentaires, de l'encombrement supplémentaire, etc. Donc l'idée ce serait de dire, on va demander à un interrupteur qui fait l'enveloppe, donc les 6 commutations par période, on va lui demander à un des deux, on n'est pas obligé de commuter à la fois en haut et en bas, mais au moins un des deux, de faire un découpage supplémentaire, ici, à l'intérieur de l'enveloppe. Donc l'enveloppe elle est ici, la pleine onde elle serait là, voilà, 0, etc. Donc ça c'est la fréquence que doit avoir le moteur, mais on va rajouter
un découpage supplémentaire à l'intérieur de l'enveloppe, avec une fréquence qui est supérieure à la fréquence du moteur. Donc, par exemple, ici, on a une fréquence qui est de 4 fois, non, même pas, de 1/8 de la période. Donc, si vous prenez la période ici, moteur, la période du découpage supplémentaire que je rajoute, c'est 1/8, à peu près dans ce cas-ci, de la période du moteur. Donc, on peut parler en fréquence aussi. La fréquence de découpage, F switching, sera de l'ordre ici de 8 fois la fréquence du signal de sortie. Le moteur ne va pas avoir ce découpage supplémentaire là, et ici 8 fois c'est juste pour la beauté de l'exercice, mais ce sera plutôt 8000 fois, donc 8000 périodes à l'intérieur de la période moteur. Donc on va effectuer un découpage supplémentaire sur un des interrupteurs des 2 ou des 3 qui commutent en même temps. Et on va demander de faire donc ce découpage. Pourquoi faire? Pour en fait moduler le niveau de tension d'essai. C'est l'équivalent de moduler le niveau de tension d'essai, par exemple ici, en ayant utilisé un rapport cyclique de 25% sur le découpage. On va se retrouver avec à peu près un quart de la tension moyenne perçue. Et à partir de cette tension moyenne perçue, je reconstruis l'alternatif avec l'enveloppe et le découpage qu'on a vu précédemment. Donc ça reste de la pleine onde quelque part, parce que on travaille avec une onde et un rapport cyclique qui est constant à l'intérieur. On fait des switchings toutes les demi-périodes ici. On réalise un découpage supplémentaire à l'intérieur à haute fréquence pour moduler le niveau de tension d'essai. Mais ça reste quand même en quelque sorte de la pleine onde, améliorée. Alors l'autre problème, c'est que on est limité parce que 0,8 fois la tension d'essai, c'est dans le cas le mieux, c'est-à-dire où j'ai pas de découpage. Si je prends toute l'enveloppe, que je mets un rapport cyclique ici de 100%, alors je prends toute l'enveloppe, et c'est là que j'aurai, comme on l'a démontré, 80% de la tension d'essai d'entrée. Mais si je veux avoir plus, alors un petit exemple ici, vous avez des panneaux photovoltaïques qui sortent une tension continue, et derrière vous voulez renvoyer ça sur le réseau 230 volts. En passant par un filtre, LCL, vous avez l'onduleur, et la première idée qui vient à l'esprit, ce serait de dire je vais mettre un étage boost pour élever le niveau de tension d'essai avant d'attaquer l'onduleur, qui lui travaillerait alors avec un rapport de 0,8, et je vais pouvoir remettre ça sur le réseau grâce au fait que j'ai monté la tension ici. Je sais pas moi, si je sortais du panneau par exemple 50 volts DC, il me faut 230 volts AC, je vais par exemple faire 250 volts avec mon boost, je vais l'élever à je sais pas moi 50, donc par exemple à 300 volts, et là vous j'aurai alors 300 volts DC, je mets une capa ici pour lisser, et le 300 volts, je le passe dans l'onduleur, fois 0,8, et je vais retrouver de l'ordre de 230 volts ici. Alors on fait maintenant aussi des onduleurs boost avec un seul étage, dont le principe serait le suivant. On va utiliser 2 boosts pour chacun du potentiel de la sortie voulue. Donc par exemple ici, ça ce serait la tension réseau, ça ce serait la tension apportée par le panneau, et donc ici je peux par un effet boost, l'effet boost c'est toujours la même chose, c'est un interrupteur en parallèle et une inductance qui joue le rôle de charge-décharge. Donc ici on charge l'inductance et dans un deuxième temps, hop, on renvoie ça sur ce potentiel-ci. On fait la même chose de l'autre côté, et donc avec un étage, il y aurait moyen d'aller élever le niveau de tension continu par rapport à la valeur efficace que je voudrais bien avoir à la sortie. Donc ça ce serait des convertisseurs, et donc vous voyez que ce soit en buck ou en boost, on va essayer d'éviter dans les deux cas de rajouter un étage en amont, bien que ce soit tout à fait faisable et réalisable et qu'il n'y a aucun souci avec ça, si ce n'est le fait que vous avez 2 étages, donc ce serait mieux de le faire en une fois. Le deuxième désavantage de la commande pleine onde, c'est qu'en travaillant en carré, vous n'avez pas du sinus. Or le moteur, en courant alternatif, ils aimeraient bien travailler en sinus. Donc quelle est l'idée? Ce serait d'essayer de créer des basculements supplémentaires à des angles qui sont bien déterminés pour supprimer certaines harmoniques. Donc par exemple, pour supprimer ici une certaine harmonique, on dit qu'il faut un angle de π/9. Je crée un basculement supplémentaire ici de π/9 et je fais la même chose sur l'autre demi-période, à la fin de la demi-période.
et aussi bien dans l'alternance positive que dans l'alternance négative. Dans l'alternance négative, j'ai recréé le basculement là et là. Ça c'est important évidemment pour garder un signal qui est alternatif et symétrique sur les deux alternances. Donc l'idée ce serait de dire, ah, j'ai dans ma décomposition en série de Fourier des harmoniques d'ordre un tel, d'accord, bah alors je crée des basculements pour essayer de les supprimer. Donc ici on va essayer de supprimer une deuxième harmonique, une troisième. Heureusement le rang de l'harmonique, plus il augmente, plus l'amplitude de l'harmonique diminue, donc il n'y a pas besoin de les filtrer quand le rang est très important. Et on pourrait comme ça essayer de s'en sortir. Alors ça marche, mais on peut généraliser ça. Et on va généraliser ça dans ce qu'on appelle la commande PWM, que je vous invite à suivre dans le chapitre suivant,